Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Impact Research, le podcast donc on fait sur la TNA et peut-être un petit peu en avance par rapport à ce qu'on avait prévu parce que finalement Hardcore Justice c'était avancé par rapport vraiment à ce qu'on pensait. Donc du coup c'était en plus le premier Impact le mercredi que on va parler bien sûr de cet Impact spécial. Donc c'est moi Brousty et avec moi le spécialiste déjà TNA du Benelux, je dirais carrément. Showtime, salut. Bonsoir à tous, comment ça va? Ah ouais, ça va. En plus, avec un an de plus, avec un anniversaire tout récemment célébré. Merci. Voilà. Exactement. Ah, il faut rappeler le petit détail. Et donc aussi un retour. Vous n'avez pas entendu sa voix depuis un petit moment, mais il s'occupe des lives dans l'ombre et des montages aussi. C'est Vincent. Salut Vincent. Salut à tous. Et donc dans les médias, ce sera donc Hardcore Justice au menu après ce petit jingle TNA. Nous revoilà au Manhattan Center de New York maintenant, qui est un lieu incontournable, mine de rien, où 6 impacts de suite, à ma connaissance, peut-être même 7 sont enregistrés. Il y a déjà eu Destination X, dont on avait parlé le mois dernier. Donc maintenant, c'est Hardcore Justice. Le tout premier, donc le mercredi, c'est un petit peu de nouvel arrangement de la TNA à Spike TV jusqu'à la fin de l'année, tout du moins. Après, bon, les négociations continuent, mais il y aura donc la TNA le mercredi maintenant, tous les mercredis jusqu'à la fin de l'année. Et donc le début, bah, commençait très fort avec encore un match hardcore qui collait bien dans le thème de cette rivalité entre Bram et Abyss. C'était le Stairway to Janice où il fallait récupérer le fameux bout de bois cerclé de gros clous qui baptisait Janice. Donc et puis ensuite s'en servir éventuellement. Donc Bram l'a bien fait pour battre Abyss après 8 minutes 26. Qu'en penses-tu, Showtime? J'ai bien aimé ce match en fait. Je croyais pas vraiment que ça allait être bon, mais Bram est quand même assez intense dans ce qu'il fait. Quand il passe droit au travers les barbelés en se balançant l'épaule la première, c'est vraiment pas mal. C'est assez intense. Donc à mon avis, le successeur d'Abyss est trouvé. C'est vrai, c'est le but, mine de rien, ça fait 3 victoires de suite. Parce qu'il avait déjà battu dans un Monsters Ball précédemment aussi, donc c'est quand même pas mal pour l'ancien Kenneth Cameron en territoire de développement à WWE qui fait quand même bien son trou, c'est vrai, dans un rôle, je dirais que je ne pensais pas qu'il tiendrait et qui tient à merveille, c'est très vrai ça. Avec Sébastien qui n'est pas là, donc et son fameux bonsoir à tous qui ne sera donc pas présent malheureusement, qui nous dit que ce match respecte totalement le thème de la soirée. Et donc il réussit l'exploit d'être encore plus extrême que le Monsters Ball, qu'ils ont disputé il y a quelques semaines dont j'avais parlé là. Et puis lui il a relevé la grosse implication physique aussi des deux lutteurs qui ont clairement donné leur personne. C'est vrai que ça commençait très fort. Avec Bram qui a été projeté en moi à travers une table dans un coin du ring, c'était très spectaculaire ça. Et puis Black Oslam ouais, qu'il a fait rencontrer les punaises aussi. Donc voilà. Vincent, t'as pensé quoi du match? Alors moi, le dernier match hardcore que j'avais vu à la TNA, ça datait de Sacrifice, où il y avait eu un gunner contre James Storm, que j'avais pas beaucoup aimé d'ailleurs, parce que bon, c'est un détail, mais c'est un détail qui a beaucoup d'importance dans le match, parce que la couleur du sang était assez, comment dire, pas très rouge, quoi, ça faisait plus violet qu'autre chose. Ah, Donc c'est artificiel, oui. oui, non mais le problème c'est que c'était pas très réaliste, donc ça m'a gâché un peu le match. Sauf que là, c'était un bon match. Ça se voit qu'ils avaient pas beaucoup de temps pour le match parce qu'ils ont assez vite sorti les objets. Et sinon, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand Abyss tombe de l'échelle, qui chute sur la table avec les barbelés, il y a l'échelle qui se casse un peu, le pied d'échelle vrille un peu, et du coup, quand Bram doit monter à l'échelle, l'arbitre est obligé de tenir l'échelle pour pas que ça se casse la figure, quoi. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe à ce détail, moi. Non. Moi non plus. Détail qui tue. Eh ouais, bah c'est pour ça que t'es là aussi. Hein. Le petit détail, vu que tu l'as vu en plus cet après-midi, donc c'est tout frais. C'est ça qui est bien. Bah, oui. J'ai fini le show 10 minutes avant l'enregistrement, donc Voilà. Moi je l'ai vu hier, donc c'est pour ça. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à rajouter d'autre sur ça? Juste
peut-être revenir sur l'arme qui était au centre de cette feud. Janice, je suis le seul qui trouve quand même toujours très bizarre l'utilisation qu'il y a de cette arme. Parce que elle est tellement dangereuse qu'ils osent jamais donner des vrais coups avec. Mm. Et ça se voit depuis tellement loin qu'ils se touchent même pas, que je sais pas si c'est une très bonne idée de la garder encore. C'est vrai que là-dedans c'est le pour très piège, parce longtemps. que c'est vrai que c'est là une arme évidemment vraiment extrême, et puis on le voit que là il suffit un seul coup, disons suggestivement, ouais, porté dans le bas-ventre pour faire tomber après, donc c'est vrai que c'est pas très efficace, c'est vrai. Moi, comme image là de Stairway to Giannis, désolé, j'ai encore fait un rapprochement à la WWE, j'ai évidemment le match entre Triple H et Kevin Nash, il y a 2 ans, je crois, ouais, où il y avait le Sledgehammer à récupérer, à s'en servir après. C'est sûr que c'était beaucoup plus efficace que là, voilà, c'est sûr c'est un truc extrême, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, ça bride un petit peu et ouais, on se dit que forcément ça ne peut pas être utilisé à fond, on n'est pas CW ou autre fédération vraiment hardcore, donc on peut pas non Alors, je plus crois que se dans permettre aucune ce genre de détails, fédération, tu quoi. pourrais te donner des... Je crois qu'il n'y a pas une seule fédération au monde qui autoriserait ses lutteurs à se donner des gros coups avec une planche avec des clous de 15 centimètres dedans. Oui, c'est vrai aussi, j'ai remarqué, oui. Ça te tue n'importe qui, ça, à mon avis. Mais bon, du coup, c'est sûr, c'est une arme emblème maintenant. On le voit, c'est très utilisé. Puis ça sera l'arme emblème de Bram. Donc bon, ouais. Et d'ailleurs, aussi, c'était il y a 3 ans, le Ah, Triple 3 ans. H Oui, oui. Nash. Ah, ok. Bon, mais merci pour la précision. Ouais. Et donc voilà, bah on peut passer à la suite. Oui, bien sûr. Oui, oui. Bon, la suite, c'est un segment. Bon, ça, on va rapidement parler des segments, bien sûr. Là, c'était un segment donc avec Ethan Carter the Third qui était en prison la semaine dernière parce que bah il voulait pas quitter le ring, il voulait que Bully Ray soit viré après avoir fait passer Dixie Carter à travers la table. Et donc lui, Rhino et Rockstar Spud donc étaient au poste. Et puis bon, ben en revenant, ben il a rejeté donc la faute sur Rhino et puis un début de feud entre les deux et donc un nouveau côté peut-être plus vivant, plus engagé d'Ethan Carter 3, même si c'était un petit peu monté lors de sa rivalité avec Bully Ray peut-être. Je sais que t'as peut-être un avis là-dessus, Showtime. Ah ben, vous connaissez mon avis sur Ethan Carter. C'est pour ça. C'est c'est bien qu'il se débarrasse un peu tout doucement de ceux qui sont autour de lui, qui pourraient lui faire de l'ombre. Son booking pour l'instant, on peut ne pas être d'accord sur son talent in ring ou quoi que ce soit, mais je crois qu'on sera tous d'accord sur le fait que la TNA l'a parfaitement booké pour l'instant. Et ça continue à aller crescendo. Là, il va commencer une belle petite feud avec c'est pas n'importe qui en face non plus, hein. Et ça, à mon avis, ça va encore ajouter à son bagage technique, parce qu'il va avoir quelques matchs hardcore cette fois-ci, et il aura sûrement quelque chose de beau de réservé pour lui pour Bound for Glory. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire de ça. Mm. Ah, c'est un tournant, ça, effectivement, oui. Et puis encore une légende, mine de rien, parce que Rhino, bon, c'est pas non plus ni hyper grand nom, mais ça reste quand même un nom tout de même pas mal du tout. Donc, bizarrement, là aussi, on voit encore que c'est un vétéran expérimenté qui lui proposait, fait bizarrement. On voit aussi que le choix est assez bien calculé, quoi, voilà. C'est sûr. Mais ça, une petite remarque ou on passe à la suite? Showtime a tout dit, donc on peut passer à la suite. Parfait. Bon, bah alors on passe au match X-Division. Avec donc celui qui a remporté il y a 2 semaines, une semaine après Destination X, son 5e titre de champion X-Division, Samoa Joe, donc qui affrontait Loki, qui était aussi dans ce match à 3 à l'époque avec Sanada. Et donc là, Samoa Joe a battu Loki après 7 minutes 55. Sébastien, lui, était très enthousiaste. Super combat technique entre deux gloires, évidemment, de la X-Division. Un contraste bienvenu avec le premier match, parce que c'est sûr c'était pas hardcore, du très bon, même si on regrettera qu'il n'y ait pas eu 5 minutes de plus, d'autant plus que tous les segments proposés durant le show étaient dispensables pour certains. C'est vrai que des fois il y a eu quelques répétitions de segments, on en parlera un petit peu après. Vincent, est-ce que tu partages cet enthousiasme? C'est mon match favori de la soirée, en tout cas. Ah, alors oui. Je l'attendais pas plus que ça parce que c'est pas non plus, enfin, c'est un match qui était évident vu l'importance qu'ils ont eu dans le tournoi pour le titre. Après, faut savoir aussi que Loki revient de loin, parce il y a quelques mois, il était encore retraité parce qu'il a été blessé lors d'une tournée au Japon à la All Japan Pro Wrestling. Il s'était blessé, la fédération voulait pas couvrir ses frais médicaux, parce qu'il avait un peu énervé et comme la blessure n'était pas non plus grave, mais
mais assez importante pour l'écarter pendant quelques temps des rings. Et du coup, ça l'avait énervé. Il a pris sa retraite. Finalement, il est revenu dessus depuis. Et Samoa Joe, c'est l'un des meilleurs au monde, surtout quand il est motivé. Et j'ai l'impression que c'était pas arrivé depuis un moment. Donc peut-être que c'est parce que c'est la perspective d'affronter des jeunes talents comme Zimayon ou d'autres qu'il a pas encore beaucoup affronté ou affronter des vétérans qui sont toujours au top comme Loki ou d'autres. Peut-être que c'est ça qui le motive ou alors tout simplement combattre dans une salle où la foule est réceptive comme à New York et pas comme à Orlando. Après le match est très bon mais enfin j'ai la même remarque que Sébastien, je trouve que c'est trop court. Alors, est-ce que c'est à cause du pay-per-view qui dure qu'1h30, du coup on peut pas leur donner plus que ça? Et je me demande pourquoi la TNA n'a jamais demandé à Spike TV une plage horaire de 3 heures au lieu de 2 heures quand elle fait ses pay-per-views spéciaux comme ça, comme Hardcore Justice ou Sacrifice. Ah, ça, on sait pas, hein, ça a dû peut-être être demandé finalement, et puis pas Ah oui, peut-être accepté. que c'est Ah, on ne demandé, sait hein, pas, hein, l'envers du décor. mais enfin, en tout cas on est toujours frustré lors de ces pay-per-views, Ah oui, pay-per-views entre guillemets, enfin, free dans ces pay-per-view, oui, shows, on dit, mais oui. dans ces shows spéciaux qui durent 1h30 parce qu'à chaque fois quand on a un bon match, ben on n'est pas totalement satisfait parce que il faudrait quelques minutes de plus pour être totalement satisfait. C'est pas faux, parce que c'est vrai que c'est la durée, peut-être, je sais pas, toi, Showtime, quel rendu as-tu du match? Ben, c'est exactement la même chose en fait. Hein. À chaque fois qu'ils ont leur impact spéciaux, on a ce sentiment que c'est vraiment très très bon, mais on est toujours un peu frustré tellement c'est court. Faudrait vraiment passer à plus de pay-per-view, ou bien l'idée de passer à des shows un peu plus longs, c'est pas mauvais non plus. Et pour ça, il faudrait sûrement négocier encore relativement longtemps avec Spike, et c'est Mm. peut-être pas super bien parti. Enfin bon, c'est quand même un très très bon match, et on revient vraiment aux bases de la division. Donc ça, c'est très très bon signe pour l'avenir, surtout avec Joe en tant que champion motivé. Et ouais. Mais tout de même, moi, j'ai un petit bémol. Je m'attendais bizarre, ben justement par rapport à la durée faible, je m'attendais à peut-être encore plus de risques, pardon, vraiment plus de rythme. Et peut-être que je suis assez exigeant parce que vraiment les deux, je sais ce qu'ils peuvent donner. Donc c'est vrai qu'en même temps, je prenais pas non plus le paramètre que disait Vincent. Que Loki, ben, il a quand même mis de grosses pauses, mais bon, voilà, c'est sûr que c'est bon, mais je sais pas, je reste déjà bon sur ma fin sur la durée, mais le contenu, j'aurais aimé même encore plus. Voilà, on est toujours plus gourmand, je dirais à ce niveau-là, quand on sait déjà à l'époque ce qu'il donnait quand il s'affrontait vraiment à l'époque, donc c'est j'ai trouvé un cran en dessous en ayant à l'esprit, je veux dire, les affrontements du passé, c'est pour ça. Bon, en même temps, s'ils avaient un quart d'heure ou 20 minutes en 2005 quand ils s'affrontaient, là ils ont eu quoi, 10 minutes? Même Non, pas. même pas 8 minutes, c'était. Voilà, donc en 8 minutes, tu peux pas non plus. Et puis franchement, moi, j'ai le souvenir de pas mal de matchs de Joe où en gros, il fait que sortir ses prises fétiches, quoi. Son coup de pied dans le coin, splash au centre du ring et puis son finish, quoi. Alors que là, il fait quand même un peu plus, quoi. Bon, après, ça aide aussi d'avoir Loki en face, mais j'ai le souvenir de pas mal de matchs où Joe faisait le minimum syndical, quoi. C'est vrai que récemment, bon, on le voyait pas non plus hyper en valeur, et puis c'est vrai qu'on parle de motivation, et peut-être que ça rejaillit des fois, et que l'histoire là de Kurt Angle, nouveau junior manager depuis quelques semaines, là, qui lui a dit qu'il avait confié la mission de revitaliser la X-Division, c'est tant, je pense, hors écran que à l'écran que ça s'applique. D'ailleurs, ça me fait un peu rire, ça a revitalisé la X-Division parce que il me semble qu'ils avaient utilisé les mêmes termes à l'époque où Austin Aries était arrivé. Parce qu'ils avaient mis en place un tournoi avec que des free agents et ils avaient parlé aussi de revigorer la X-Division. Mais le problème, c'est que si tu la revigores tous les ans, c'est qu'il y a un problème, quoi. Ah oui, non, après c'est sûr qu'il faut de la continuité. Des fois, on le sait qu'il y a des petites ruptures, et puis surtout depuis qu'il y a l'option C, forcément d'un coup, on le sait qu'il faut d'entrée repasser à notre chapitre. Ah, cette fois-ci, la TNA l'a mieux géré que la dernière fois déjà, donc c'était Parce que mieux. Chris, c'est quand même assez pathétique. Bon, on va passer sur le sujet qui va durer le moins longtemps, je pense, qui était déjà le match le plus court du show, même si dans l'ensemble c'était quand même assez homogène les durées, parce que celui-là il a duré 5 minutes 47 officiellement, parce que bon, ça a commencé déjà en backstage à partir d'une interview. C'était le High Quit match entre Mr. Anderson et Samuel Shaw.
qui, bon, c'est sûr, n'est pas du genre à passionner le public. Même le public de New York raille beaucoup ces temps-ci, justement, cette story qui implique aussi Gunner, qui donc a ramené Samuel Shaw avec lui, là, depuis l'asile. Parce que la semaine d'avant, il y a eu Mr. Anderson Gunner, qui était quand même beaucoup marqué par des chants CM Punk, le theme song d'Adam Rose, le thème Olé Olé là pour Sami Zayn, ce qui veut dire vraiment qu'il y a un intérêt qui est carrément nul. Bon, Mr. Anderson l'a emporté donc. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Seb, lui, il dit que cette rivalité dure depuis trop longtemps, on sait pas qui est face, qui est heel et où ils veulent en venir. Le match est bâclé, l'ensemble de cette partie est à oublier pour lui. Est-ce que c'est pareil pour toi, Showtime? Ouais, à peu près. C'est un peu triste parce qu'on a quand même trois catcheurs qui sont quand même vachement doués. Anderson est vachement charismatique, il est très expérimenté. Gunner, c'est un grand espoir pour le futur. Shaw a un bon caractère, un bon personnage. C'est pas inintéressant tout ça, mais j'ai l'impression que les trois ensemble ça va pas du tout. Il y a pas trop d'alchimie entre les trois. Ça colle pas, ça marche pas. Le public s'en fout. Eux sont plus trop emballés non plus. Donc, à mon avis, il va être temps de vite passer à autre chose. Ben ouais, c'est sûr. Vincent, est-ce que ça t'intéressait ça? Mais le match, j'ai trouvé pas si mauvais que ça. Après, je suis d'accord avec le public, la rivalité me passionne pas des masses, sur Ah le oui, le fond. match en lui-même, oui, tient Bah, relativement la c'est route. rarement mauvais. C'est rarement mauvais avec eux. C'est juste pas très intéressant parce qu'on sait pas pour qui tenir, on sait pas ce qu'on peut espérer de ça, sur quoi ça risque de déboucher. Donc, Ouais, parce que autant à l'époque où il y avait Christy Amy qui était impliqué, on savait que Shaw était le heel, mais alors là, est-ce que c'est Anderson parce il veut pas dire pardon à Gunner? Est-ce que c'est Shaw parce qu'il est pas totalement, enfin, il n'est pas guéri, entre guillemets, de sa pathologie? Enfin, on sait pas trop pour enfin, qui soutenir, quoi. Après, ce que j'ai bien aimé dans ce match, c'est que quand Samuel Shaw portait une soumission sur Anderson où il étranglait Anderson, Anderson ne répondait pas quand l'arbitre lui demandait s'il voulait abandonner. Généralement, le catcheur répond non, mais c'est totalement con de répondre, alors que t'es censé être à bout enfin, le souffle coupé, quoi. Eh oui, surtout qu'au début, il y a clairement un étranglement, donc là, c'est quand même dur de répondre quand t'es étranglé. Ajouter que je préfère le Samuel Shaw en mode psychopathe que le Samuel Shaw qu'on avait vu une ou deux fois au départ, où il y avait une gimmick de skater, je sais pas trop quoi. Ah oui, Enfin, bon, mais ça a vite été corrigé, la preuve, hein, donc. j'aurais pas mis un seul centime sur le Samuel Shaw en babyface comme ça, alors que là, ça peut aller, quoi. Bon, mais à l'arrivée, c'est vrai que on est très dubitatif, et puis c'est sûr que bon, celui à qui ça porte le plus de préjudice actuellement, c'est Mr. Anderson, parce qu'encore Gunner, il est occupé avec autre chose ce soir-là. Mais bon, c'est vrai que Mr. Anderson, il n'a plus vraiment d'identité, il se comporte limite en heel même, donc bon, très curieux. J'ai l'impression ils ont jamais su quoi faire avec lui, donc Bon. au moment champion poids lourd, je crois que c'était en 2011. Et Et oui, non, mais c'est vrai que depuis, il y a beaucoup de bouche-trous. Sa rivalité avant contre James Storm, c'était vraiment du bouche-trou aussi, on l'avait bien souligné, donc c'est ça le problème. hmm. ouais, c'est dommage parce qu'on sait pas vraiment quoi faire de lui, même s'il est très très doué. Tellement c'est un peu bouché partout. Il a pas de physique pour aller dans la X-Division. Faudrait lui trouver un copain et le foutre en tag team, ça peut être intéressant. La Le pire, c'est période où il qu'il était avait en tag tenté team ça, avec hein. Et Hardy, oui. sa tag team avec Hardy marchait pas mal du tout. C'était d'ailleurs une des seules choses qui marchait bien à cette époque-là. Donc bon, Mais faut sinon, tout espérer que cette récemment, feud-là se termine. ouais. Mais sinon, tout récemment, ils avaient essayé de mettre aussi Anderson et Gunner, ça a pas duré plus d'un match. Donc, Oui, non, mais ça c'est c'était plus particulier. pour la vérité que pour autre chose, quoi. Oui, voilà. Mais bon, ça aurait pu être une idée aussi. C'est vrai on le voit pas en solo, c'est vrai. Là, tu le dis bien, hein, Showtime, on le voit pas placé en solo quelque part. Donc, à partir de là, il navigue de rivalité sans intérêt à rivalité sans intérêt. Donc, c'est ça le problème. Donc, à voir. Je sais pas. Je peux me tromper, mais Gunnar, je le vois plus en équipe avec la nouvelle signature de la TNA, Chris Menendez. Comme ils sont tous les deux anciens soldats de l'armée américaine, je les verrais bien ensemble, surtout enfin, c'est méchant de dire ça, mais Ah oui. il y en a un qui est handicapé et l'autre qui est assez baraque, donc ça pourrait faire une équipe assez Mais même le inédite. handicapé est quand même super baraque, quoi. Oui, non, mais dans le Menendez, sens, un qui est plus vif enfin, le handicapé qui est ouais.
et l'autre qui est plus puissant, quoi. Ben oui, non, effectivement. On peut y avoir beaucoup d'angles à voir. À partir du moment où il n'y a pas de plan précis là présenté actuellement, on peut se diriger vers plusieurs directions, c'est vrai. Je vais voir si Faut Samuel Shaw juste, peut rebondir quelque part aussi, parce que là, faut juste espérer qu'ils utilisent pas à l'écran et surtout pas dans cette feud-là le fait que Christy Amy est enceinte pour l'instant, parce que sinon ça pourrait donner des trucs vraiment vraiment très très mauvais. oh non, puis que Célian Varini n'intervienne pas parce que j'ai vu un de ses tweets qui était très peu délicat à propos de ça justement, donc non. Mais Voilà. Barini est généralement très peu délicat, mais encore plus quand c'est Christiani. Ouais, bah là ça s'est senti. Entre l'annonce du mariage suivi de la grossesse, c'était vraiment successif. En plus ils annonçaient là ça en début de semaine et bah ouais, il s'est bien défoulé. Ce petit clin d'œil. Un segment, donc encore une fois, c'est peut-être là justement, peut-être je vais rebondir sur ce que Seb disait, qui est un petit peu trop segment. Ils ont un peu trop pinaillé pour arriver qu'on ait donc l'organisation de cette série de matchs qui va venir, qui malheureusement est pas prête de se terminer encore suite à la grave fracture tibia de Davy Richards. Ben bon, elle aura commencé parce qu'il y a eu des enregistrements quand même depuis. Mais voilà, c'est sûr que bon, on a les Wolves, les champions par équipe bien sûr, donc qui affrontent la Team Freddy et donc les Hardy Boys. Là, c'est vrai que le segment pinaillait un petit peu entre rencontre, et puis ensuite, ils auraient dû directement, je pense, faire un tout petit truc rapide en coulisses, et puis aller directement au segment in-ring, et là, ils ont un peu trop, c'est vrai, charcuté du temps, je dirais. C'est ça qui est Non, dommage. Mais après, ça donne des circonstances intéressantes. je trouve que c'est normal qu'ils mettent un long segment. Un segment dans le ring pour ça, parce qu'il va quand même y avoir une série de matchs à stipulation entre Ah les oui. trois équipes. Non, Quand moi même c'est plus le pinaillage là qu'il y a eu en coulisses, tout ça, parce qu'à l'arrivée on n'avait rien quoi. Maintenant, moi, ce qui m'a plus gêné quand en segment inutile, c'est celui que dit Carter, l'interview avec Mike Tinney, quoi. Ah ouais, oui bon c'est vrai que celle-là, oui, qu'elle disait Je sais qu'elle pas ce qu'il a fait. elle allait revenir, oui, et puis elle Ouais, a parlé d'Ethan Carter, mais ce qu'on a bien vu d'Ethan Carter, elle a parlé déjà, donc oui, ouais non, mais c'est sûr. C'est les petits scoristes qui n'auraient peut-être pas dû y avoir pour ce show-là, ouais. c'était déjà assez ridicule que Mike Tinney était assis sur le lit de Dixie Carter, alors. Mais bon, alors, quand on parle de revitalisation, c'est vrai que là, on prend évidemment avec de l'ancien qui a donné déjà un grand match la semaine d'avant. C'était les Hardy Boys contre la Team 3D. La semaine d'avant, c'était les Hardy Boys contre les Bulls. Bon, les Hardy Boys, à chaque fois, sortent perdants. Mais bon, là, c'est sûr que bon, on va pas spoiler, mais, le début de cette série est très très équilibré et donne évidemment pas mal de matchs à stipu vu que c'est ce vers quoi on est engagé. Et je pense que ça va te ravir, Showtime, non? Même si malheureusement on aura une éclipse, on n'espère pas trop longue. Ouais, ben apparemment les nouvelles sont bonnes pour Richard, qui ça serait pas une grosse facture, ça serait juste une petite fissure et pourrait reprendre dans 4 à 6 semaines. Donc comme la majorité des matchs ont déjà été enregistrés et je crois qu'il en reste que un à faire pour la Ah, série, c'est ça, oui. c'est du tout bon. Parce que c'était la Donc première équipe à 2 victoires, donc bon, ouais, pas voilà. de spoil, mais c'est toujours la même chose dans le catch quand il faut être les premiers à plus d'une victoire. C'est pas très surprenant. Mais effectivement, la renaissance de la division tag team, ça fait plaisir. Surtout qu'on voit bien que c'est dans la continuité d'essayer de faire renaître ce qui a été les forces de la TNA à la grande époque, que ce soit les tag teams, la X-Division ou les knockouts dont on parlera juste après. C'est c'est très intéressant comme idée aussi d'avoir les deux symboles de la grande époque des tag teams à la WWE qui reviennent maintenant à la TNA pour relancer les jeunes que sont les Wolves. Oui, moi je m'attends à des très très bons matchs et surtout j'espère qu'il y aura la possibilité de faire un dernier affrontement de très très grande qualité. En espérant qu'il puisse vraiment avoir lieu parce que il y a une très forte rumeur venant directement du vestiaire de la TNA comme quoi lors Ouais. du dernier show, Bouliré a annoncé qu'il partait carrément fin du contrat. Vaut mieux pas que ça se confirme, sinon là ce serait quand même assez problématique, sachant qu'en plus il y a ce dernier match et il y a le Hall of Fame mine de rien. Donc bon, on va espérer. Vincent, ça t'emballe un petit peu là ça ou comment tu vois ça? Alors ça m'emballe oui et non, parce que concernant le possible départ de Bouliré,
il y a Devon et Bully qui vont combattre en Angleterre en fin septembre. Alors je sais pas si c'est un détail comme quoi ils partent, enfin comme quoi Bully s'en va, mais ça arrive régulièrement que des catcheurs de la TNA vont combattre en Angleterre. Eh oui. Il n'y a pas plus longtemps c'était Samoa Joe et Magnus. Et Mr. Anderson aussi. Et Austin Harris. Donc, ouais. Oui, il y en a plein, hein, quasiment tous les mois. Et alors ce qui me fait rire entre guillemets, c'est que TNA met en avant le passé de Hardy Boy, c'était Dudley, mais en même temps c'est un passé qui ne s'est pas fait à la TNA. Donc c'est un peu glorifié la WWE. Enfin, en même temps, j'ai envie de dire, on a l'habitude parce qu'il glorifie le CW, alors que le CW ça appartient pas non plus à l'histoire de la TNA. Donc ça me fait rire. Mais Oh, bah, il y en a même du fair play ces temps-ci, hein. Bientôt, on va évoquer DDP et la WCW, écoute. Mais après, je me dis que cette histoire qui est rappelée, ça va plutôt être pour mettre en avant le futur des Wolves, parce que je pense que c'est quand même les Wolves qui vont sortir vainqueurs de cette rivalité, sinon je vois pas l'intérêt de la rivalité. Donc après, à voir ce qu'on peut avoir comme match à Bonne peut-être un Hardy Boys contre les Wolves, je sais pas, on verra. Eh oui, parce que Matt Hardy n'a pas vraiment de contrat à la TNA, c'est même Jeff Hardy qui l'a dit, c'est plutôt un contrat à l'apparition, donc c'est pas forcément sur la durée, on le sait bien. En plus, bon, il y a quand même un petit peu entre guillemets l'âge et peut-être pas la volonté de travailler à plein temps, donc voilà, c'est pour ça aussi. Mais Ouais, mais oui, bon, en même temps, là, ça a ils ont l'idée de faire monter en effet les Wolves et puis ensuite de les faire affronter une autre équipe qui soit arrivée entre temps. Oui, mais en même temps, là, ils ont fini les enregistrements, ils sont tranquilles jusque mi-septembre, je crois, au niveau des enregistrements. Oh oui. Donc il restera pas beaucoup de matchs à faire d'ici Bound for Glory qui est vers mi-octobre, je sais plus la date, mais Le 12 octobre, donc oui, c'est sûr. Hein. D'ailleurs, je crois que tout a été fait d'ici Bound for Glory, il me semblait. Peut-être qu'il doit donc rester un ou deux choix de tout casser, donc ouais. oui, donc il y a possibilité de faire un dernier match à Bound for Glory. Puis surtout que si il y a pas de Hardy contre les Wolves, c'est que Bubba est vraiment parti. Je sais pas quelle équipe on pourrait mettre en face des Wolves parce que les Bromance enfin, ça fait longtemps qu'ils sont plus, enfin qu'ils ont été battus plusieurs fois. Je vois pas l'intérêt de les ramener quoi. Ah ouais. Non, et puis ça serait intéressant de tester un petit peu aussi les Hardy au Japon. Ça, à mon avis, ils doivent être aussi connus, donc ça ne peut qu'apporter que du bon, ouais, effectivement. Mais est-ce que Hardy a le droit d'aller au Japon? Je croyais qu'il avait pas le droit de quitter Ah, les bonne États-Unis. question. C'est vrai que ah oui, c'est vrai que Jeff Hardy, c'est assez spécial, ouais, ouais. C'est vrai qu'à Ou chaque bien fois c'est juste l'Angleterre et le Canada où il peut pas aller. Ça on aura la réponse et assez rapidement, hein, parce que c'est vrai qu'il était pas au One Night Only, donc mais je vois mal quand même la TNA faire rater Bound for Glory à Jeff Hardy, donc depuis je pense que ça a dû se régler. Au moins voilà, peut-être par rapport à ça, il doit pas y avoir de restrictions à mon avis. On verra bien. Hein, mais bon. C'est un point qui peut porter dans le vague, on verra bien. En espérant ne pas être déçu à l'arrivée. C'est sûr. Et en attendant, ce qui n'a pas déçu et qui est même, selon moi, le show stealer, littéralement, c'est le last knockout standing match, donc pour le team knockout, entre Gail Kim et Angelina Love et Velvet Sky, j'aurais tendance à dire. Parce que bon, quand ces temps-ci, Angelina Love, depuis qu'elle est revenue, elle lutte, on le sait très bien qu'il faut aussi lutter contre Velvet Sky, ce qui était pas plus mal, je dirais. Ça s'est fini par une très belle victoire de Gail Kim en 7 minutes 45, une petite revanche, parce que l'année dernière, elle avait perdu le dernier Last Knockout standing match, qui était même, je pense, le match contre Taryn Terrell, peut-être le match de l'année au niveau féminin. Et celui-là, ma foi, il se pose pas mal avec un sacré move de fin. T'as pensé quoi, Vincent? Toi qui adore Gail Kim. Oui, Gail Kim qui était d'ailleurs à Londres pour les enregistrements du British Bootcamp qui avait C'est lieu une juge, le 16. oui. Oui, Comme on s'en va Samoa juge. Joe d'ailleurs, oui. Et Al Snow, je crois aussi. Aussi, oui. Et Et Rockstar Spud, voilà. voilà, je crois qu'on les a tous cités. Et alors déjà, ce qui m'emmerde, comme à chaque match quasiment de la TNA, c'est que quand t'as de la bonne action dans le ring, t'as Maxine et Taz qui parlent de totalement autre chose. Alors là, dans ce match, au début, moyennement au début, mais ils ont parlé du segment avec Dixie, alors qu'on s'en fout un peu du segment avec Dixie. Et c'est un peu dommage quand t'as un gros match comme ça, quand c'est un match par équipe qui a aucune importance, je veux bien. Et là, bon, là, c'est quand même un match pour un titre, quoi. Sinon, le match, j'ai trouvé assez bon. Les interventions de Vesca, m'ont pas trop dérangé parce que je me suis dit que, comme Angelina Love et la Hill, faut quand même, les interventions énervent le public, donc
ça fait partie du jeu. Après, peut-être qu'il y en a eu un peu trop parce que ça a quand même été à sens unique si on enlève les interventions de Sky. Mais sinon, après, c'est un bon match. Et oui, très gros move de fin. Très, très impressionnant. Et Showtime, déjà, est-ce que tu avais été emballé l'année dernière par le Last Knockout Standing et est-ce que celui-là tient à la comparaison? Ah bah celui de l'année passée, ça a été quand même la très 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 bonne surprise de ce pay-per-view. C'était le premier match de Tarell, donc on se demandait un peu ce que ça allait donner, vu que les derniers matchs à WWE, c'était pas si bon que ça. Donc on était resté un peu sur le cul l'an passé. Enfin, moi je l'étais honnêtement. Cette fois-ci, ben ça venait un peu de nulle part aussi, parce que je me demandais ce que ça allait donner, surtout avec Angelina Love qui a jamais vraiment eu de gros spots un peu plus hard à faire. Et ça, je sais que ce que je suis en train de dire, on dirait que c'est vraiment d'autres choses que je parle, mais bon. Euh, Si, donc, si, non, mais c'est bon parce que c'est vrai qu'Angelina Love, j'ai le souvenir qu'elle avait lutté dans un match en cage à 3 à Lockdown il y a quelques années avec, à l'époque, il y avait Hong Kong et il y avait Tyler Wilde et elle était très mal à l'aise dans ce match. Donc autant dire que c'est vrai qu'on pouvait craindre un petit peu sa résistance dans un match physique. Ouais. ouais. Et alors les quelques spots un peu plus hard qu'il y a eu dans ce match-ci étaient quand même vraiment très bons. Son Botox injection sur la chaise tenue par Gail, c'était vraiment un des meilleurs finishes qu'elle ait porté depuis très très longtemps. C'était vraiment pas mal. Et le finish qu'elle a reçu de la part de Gail était, il fallait le prendre, hein. Ça a dû faire bien bien mal, tomber comme ça sur la chaise. Donc c'est un bon match, c'est assez hard. Et à mon avis, les divas elles doivent un peu se mordre les doigts d'avoir que 4 minutes par semaine, ou elles doivent faire les potiches. D'ailleurs, il y a eu un chant pendant le match Better Than Divas. Ouais, Eh oui, à juste titre. eh oui. Et sinon, mine de rien, Gail Kim est plus que jamais forte, même si, bien sûr, Taryn Terrell n'a jamais vraiment été écartée. C'est plutôt Angelina Love qui a été écartée dans le lot, moi, je trouve. Avec cette nouvelle défaite, là, elle peut plus ramener sa fraise après parce que je pense qu'elle a suffisamment pris de tomber. Ça va être compliqué après. Pour elle, en tout cas, pour rebondir. Je sais qu'il y a quelque chose qui peut faire mon bonheur d'ici très peu de temps. C'est qu'il va y avoir une nouvelle knockout, donc qui va arriver. Jessica Havoc, donc forcément là ça va donner un affrontement que je dirais que physiquement ça pourrait se rapprocher, même si elle a pas quand même, elle est costaude mais elle a pas quand même l'envergure qu'avait au Hong Kong, mais ça peut rapprocher cette fameuse première rivalité réelle knockout qu'il y avait en 2007 entre Gail Kim et Hong Kong, donc autant dire que moi j'adore ces perspectives. Ça pourrait donner un petit coup de neuf à la division knockout parce que même si le Et match, ODB d'ailleurs aujourd'hui on apprend qu'elle n'est plus à TNA. Bon, elle était plus apparue depuis déjà 3 mois la dernière fois. donc je disais, ça pourrait donner un petit coup de neuf à la division knockout parce que même si le match là est bon, le jeu de Angelina Love et The Stray c'est un peu tout en même quoi. C'est pas, il y a rien de neuf sous le Ouais. soleil. Mais quand on sait qu'il y a aussi Brittany qui doucement monte et qui a quand même de belles qualités. Et Avoc. Et voilà, oui, oui, comme très bien ça. J'aime quand tout le monde le relève. Et donc voilà, après faut pas oublier Taryn Terrell bien sûr. Donc voilà, ça qui est bien, renouvellement et puis même si Gail Kim est une ancienne, on avait eu l'exemple de Tara et Mickey James qui avaient donné du très bon. Tara jusqu'à même 40 ans passés, donc autant dire que l'âge n'est pas non plus une donnée essentielle, je dirais. Donc autant dire que on est peut-être à l'aube d'une nouvelle ère de gloire pour les knockouts. Et j'y vais fort, mais bon, je m'enflamme un petit peu vu ce qui arrive. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Parce que bon, Sébastien a dit exactement ce qu'on a dit, donc autant dire que c'est bon. On peut passer au main event. Donc le main event t'es pas spécialement bien long, parce que bon, il y avait un petit segment déjà avant avec MVP qui a rappelé donc que Bobby Lashley avait déjà battu bon, pardon Showtime, mais il avait battu donc Eric Young au début. Ensuite, il avait battu Jeff Hardy. Ensuite, il avait battu Austin Harris. On en avait parlé à Destination X. Donc forcément, bon, plus fort que jamais. Donc on se demande qui peut encore le battre. Voilà, c'était un peu la question qui était posée. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment encore la réponse identifiée, vu que dans ce Six Sides of Steel match, c'est-à-dire que donc 6 hommes s'affrontaient dans une cage, et puis donc le premier à en sortir
de gagner. Le problème, c'est que là, il y en a eu deux, donc le fil n'est pas encore démêlé. C'est Bobby Roode et Eric Young qui, chacun d'un côté de la cage, dont se retomber en même temps. Ça fait repenser bien sûr à une scène du Royal Rumble 1994 et Bret Hart et Lex Luger qui s'étaient éliminés en même temps. C'était un peu le même imbroglio, sauf que là, bien sûr, à la cage, c'est encore plus minutieux, je trouve. Et donc, les autres participants étaient Magnus, James Storm, Gunner et Austin Harris. Le tout s'est fait en 7 minutes 52 secondes et donc imbroglio de fin. Qu'en penses-tu, Vincent? J'ai pas grand chose à dire sur ce match, hormis que c'est un bon match en cage. Parce que les matchs en cage sont assez, comment dire, ça peut vite tourner au vinaigre. Après, ça m'a pas plus passionné que ça, hein, très franchement. Parce que enfin, ça reste du classique, quoi. Alors c'est bon, mais y a rien de surprenant ou d'exceptionnel. Ben, en tout cas, ça a énervé Sébastien, surtout la fin. Lui, il a été content de l'action, mais la fin l'énerve plus qu'autre chose parce qu'on retourne à quelque chose que lui, il pensait que c'était terminé à la TNA, c'est-à-dire les fins controversées ou chip. Et ce genre de fin est pour lui un procédé qu'il trouve usé, qui ne devrait plus être proposé. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Showtime? Sachant que du coup, est-ce que le Showtime va va revenir dans un title picture? Ben, à mon avis, on a là les six noms avec, en plus, il faudra sûrement rajouter MVP et Lashley qui sont proches du main event pour l'an prochain. On a quand même une sacrée bagatelle de stars disponibles à la Et TNA. on rajoute Jeff Hardy aussi, bien sûr. On peut encore ajouter Hardy, on peut ajouter Joe, qui sont pas, on peut ajouter Anderson qui ferait pas obligatoirement tâche, donc ça reste pas mal quand même, hein, la title picture à la TNA. La upcart est pas mal du tout. Bon, le finish est un peu bizarre, mais bon, c'est pas du jamais vu non plus, donc ça permet d'un peu continuer la storyline. Mais ça te gonfle De pas, toi, voilà, parce que je sais que ça gonfle Seb, par non, exemple. Moi, j'avoue, ça me laisse un peu plan-plan. Me dis, c'est bah, c'est couillon de pas finir un show comme ça sur une fin où on ne sait pas qui a gagné à l'arrivée, parce qu'il y a clairement pas de choses identifiées. C'est ça qui est dommage. bah, Ouais, mais c'est pas vraiment un finish dégueu comme il y en a eu des dizaines dans l'histoire de la TNA et dans l'histoire du catch en général. C'est juste une égalité entre deux personnes qui doit être réglée la semaine prochaine. C'est pas ridicule au niveau storytelling non Ah plus. oui, non, moi, le regret que j'ai, c'est qu'évidemment, c'est qu'on doit régler ça la semaine prochaine, alors que j'aurais bien aimé un verdict direct. Mais bon, c'est le jeu de l'histoire, on le sait très bien. Vincent, après tu ce voulais match dire quelque nul, chose, oui. oui, après ce match nul, ça nous indique juste que soit on va avoir un match Eric Young contre Bobby Roode pour la place de challenger, soit on va avoir un match triple menace avec Bobby Lashley pour le titre. Donc soit l'un ou soit l'autre, ça c'est pas non plus des affiches dégueulasses, quoi. Donc dans tous les cas, moi ça me dérange pas plus que ça. Ah oui, non, les perspectives sont très bonnes, ça y a rien à dire, hein. Après, c'est sûr que, pardon Showtime, mais c'est sûr que j'ai un peu de mal à imaginer encore Eric Young contre Bobby Lashley en match Ah, mais 1 moi contre aussi, 1 tu en tout sais. cas. Sachant toutes les défaites qu'il a accumulées de façon très nette. En revanche, quelque chose qui est très attendu, c'est quand même Bobby Roode contre Bobby Lashley, parce que ça, c'est encore pas arrivé, donc autant dire que c'est peut-être autour de ça que ça pourrait tourner, et c'est vrai qu'un triple menace peut bien brouiller les cartes, et puis avec les deux anciens de la Team Canada peuvent entrer en rivalité. C'est attendu ça, donc on verra bien comment ça peut arriver. Mais t'es pas le seul à avoir un peu de mal à t'imaginer Eric Young aussi haut encore dans la carte à ce moment-ci, parce que Bah, il a franchement, pris tellement de je, raclés par Bobby Lashley que c'est dur quoi. ouais, mais je croyais qu'il ferait Ouais. encore tâche dans le main event, mais ça passe bien. Ouais. C'est vrai, ils arrivent à... C'est vrai qu'il anime bien le match et il y a de très bonnes séquences simultanées. Il y a une très bonne action, c'est vrai, entre les six. C'est remarquable, il y a rien à dire. Ah, il y a deux Quand on souplexes, pense, notamment stéréo, ça j'ai beaucoup aimé de chaque côté du ring, donc c'est pas mal ça. ah oui, le spot qui amène la fin du match est assez intéressant avec le miroir entre Young et Roode. C'est pas mal. Quand on pense que sur les six hommes dans le main event, il y en a deux qui étaient encore en low card il y a 1 an et demi ou 2 ans. C'est pas mal, hein. Young et Gunner, ils sont quand même bien montés et ils font pas trop de tâches, donc tant mieux. Hmm.
C'est vrai, oui. Puis James Storm, toujours un rôle particulier parce que le gars il anime et puis on sait que il a un petit peu Sanada qui met à sa botte et ça c'est aussi une curiosité de voir ce que va devenir Sanada au petit passage. Voilà. Je dis petit parce qu'on verra bien. Le Great Sanada qu'il a appelé. Voilà. Mais James Storm, il faut jamais l'oublier parce que lui, il est tellement capable de vendre des choses intenses que faut jamais l'oublier non plus, je dirais. Donc bon, ben c'est bien, on peut conclure sur ça, je pense, faire sur le rendu du show avec la petite note sur 10. Ben, le temps que peut-être si vous avez pas en tête, je vais dire celle de Seb, c'est qui est de 7. Parce que pour lui, ça a bien respecté son thème hardcore et puis ça l'a satisfait globalement. Bon, il regrette le High Quit match, la fin du main event et segment inutile avec en tête donc Dixie Carter qui apparaît seulement 2 semaines après, donc ce qu'il fallait quand même plutôt faire pour la zapper totalement pendant de longs mois. Mais bon, pour lui, l'ego de Dixie est plus fort que tout, voilà. Mais à l'arrivée, ça fait quand même un bon 7 sur 10. Donc toi, Showtime, tu lui mets combien à ce show? Moi, je mets 8 sur 10 parce que je me suis bien amusé quand même. Bien, bon rendu, ouais, c'est vrai. Moi, je mets aussi 7, parce que bon, moi, ça, pas grand chose qui m'a dérangé, voilà, c'est un bon équilibre, c'était bien plaisant à voir, donc c'était bien, voilà, bien équilibré. Vincent? Je vais mettre la note la plus basse parce que je vais mettre 6,5 parce que je reste sur ma fin pour le match entre Joe et Loki. Le main event, je le trouve bon, mais il y a rien d'exceptionnel. Ah, Et c'est la après, durée toujours qui blesse, oui. le main event, c'est pas la durée, hein, c'est plus le match qui est bon, enfin qui est correct, mais enfin, on se passionne pas pour le match, quoi. Et puis le high quit match aussi qui est pas passionnant. Donc après, la globalité est plutôt bonne, mais quand même quelques trucs à régler, peut-être avec plus de temps et moins de segments, s'il vous plaît. C'est vrai. Bon, mais au moins il y a des progrès. On avait bien noté Destination X et puis là, à l'arrivée, ça fait du 7,2 qui, ma foi, place bien Hardcore Justice et qui place bien, je dirais, un petit peu la route vers Bound for Glory. Donc c'est à voir. Sachant que ça continue les enregistrements à New York et ensuite à Bethlehem, qui était déjà eu lieu des enregistrements avant New York, donc ils y reviennent. Ce qui est pas plus mal. Ça donne donc toujours une dynamisation des shows. Donc voilà. On peut passer peut-être à quelques petites brèves. Vincent, tu voulais peut-être parler du bootcamp, je crois. Oui, le 16 août, donc c'était un samedi, la TNA était à Londres pour enregistrer le British Bootcamp saison 2. La première saison, on s'en rappelle tous, c'est Rockstar Spot qui avait remporté la compétition. Bon, il n'était pas apparu tout de suite à la TNA, il avait fait un petit passage le PW avant d'arriver. Mais enfin, il y a un vainqueur du British Bootcamp qui a réussi son passage du circuit indépendant anglais à la TNA, avec un personnage assez récurrent. Alors là, pour la deuxième saison, il y avait eu 12 participants annoncés. Alors je sais pas comment ils ont procédé, mais en tout cas, il y a eu plus de 30 catcheurs invités au bootcamp. Alors, vu comment ça s'est passé le déroulement du bootcamp, je pense qu'ils ont fait des essais avant l'enregistrement, puis qu'il y a les 12, ils en ont sélectionné 12, pardon, pour faire les enregistrements de télé. Ce qui est bien, c'est que il y a aucun sur tous les sites d'information britanniques qui sont assez actifs, rien qui a publié les résultats du bootcamp, parce que comme ça va passer au mois d'octobre, je crois que c'est à partir du 8 sur la chaîne Challenge TV qui diffuse tous les programmes de la TNA. On n'a aucun spoiler du show, hormis il y a eu 5 épisodes enregistrés en Angleterre. Le sixième sera enregistré aux États-Unis. Et chaque épisode, en fait, enregistré en Angleterre, ce sera des auditions. Alors, par exemple, les auditions de Glasgow, de Manchester, sera différentes régions à chaque fois qui seront représentées. Comment dire, les réactions des fans qui étaient présents dans la salle ont été très positives en disant que ça représentait bien le catch britannique, le catch indépendant anglais et que ça serait un très bon show à regarder. Et d'ailleurs, c'est assez différent de la première saison parce que la première saison c'était plus une télé-réalité, alors que là ce sera plus des shows de catch quoi. Et oui, surtout qu'ils étaient que 4 et en même temps, donc c'était Oui, déjà un là, petit l'équipe cut. sont 12 apparemment, donc
ça sera des matchs, quoi. Ce sera pas une télé-réalité. Voilà. Ça donne envie tout ça, hein. Eh oui. Et le favori pour moi c'est Grado. Le problème, c'est que Redo n'a pas été annoncé, enfin, parce qu'il y a pas mal de catcheurs qui ont dit sur Twitter, j'ai participé aux enregistrements. Grado n'a pas dit qu'il était présent, donc peut-être une apparition surprise, on verra bien d'ici là. Ben ouais, parce que sachant qu'il y a quand même eu, il devait aller pour la petite histoire aux États-Unis et puis ça a été annulé, donc est-ce que ça cache Peut-être quelque chose ça? peut-être qu'il s'est blessé, hein, on sait jamais. Hein. Bon, j'espère pas quand même. Bon voilà, c'était pour la petite histoire. Est-ce qu'il y a d'autres choses à parler là sur la TNA? Bah, je crois qu'on a tout évoqué, hein, le possible départ de Bully Ray, la signature du contrat jusque fin 2014. Ah, peut-être qu'on n'a pas évoqué la signature aussi d'un contrat avec une chaîne africaine qui permettra à la TNA d'être diffusée Ah oui. partout en Afrique à part dans le Maghreb. Et La oui, chaîne. c'est l'Afrique subsaharienne, ouais, la chaîne Supersport qui a un contrat jusqu'en 2019 quand même. En plus, cette chaîne, elle peut même être captée à la Réunion, donc autant dire que ouais, il y a quand même une sacrée ère, je dirais. Bon, après l'Afrique, on le sait, c'est pas non plus un foyer à télé, mais quand même une sacrée surface qui est concernée, donc autant dire que c'est quand même un deal positif. Voilà. Et qui en dit des choses positives aussi sur l'avenir, parce qu'on sait que c'est toujours un petit peu brouillé, mais bon, voilà, quand il y a ce genre de contrat à long terme, on sait que la TNA quand même voit quand même un bon avenir. Donc voilà. Puis il y aura la tournée Maximum Impact en fin janvier 2015, donc voilà. C'est sûr que la TNA se porte pas super bien aux États-Unis, mais elle a quand même pas mal de contrats partout dans le monde, que ce soit au Japon, en Australie, en Europe et maintenant partout en Afrique, quoi. Donc au niveau international, elle se débrouille pas si mal. C'est Mm. plus aux États-Unis qu'elle a un peu de mal. Puis bon, bah, on verra la prochaine fois, on parlera japonais, je pense. Euh, mais dans l'immédiat, ben, on va faire un petit tour des partenaires avec Voxcatch, avec dernièrement bon quelques petits articles intéressants. Moi j'ai reviewé la AAA et puis il y a pas mal de choses par rapport à la WWE qui ont été faites aussi. Et puis bon prochainement il y aura bien sûr la review de Bound for Glory que je ferai sûrement. Il y a la Wrestling Evolution League, Wrestling Original, FN Lutte. Et Revolt, la radio de Kevin, et puis bon ben à chaque fois évidemment j'oublie pas Catch Asylum parce que t'as un petit top 5 là cette fois-ci, Showtime. Ouais, j'ai fait un nouveau top 5 comme chaque année depuis début 2012 maintenant. Je fais un top 5 des meilleurs catcheurs qui, à mon avis, qui n'ont jamais été champions du monde et qui vont l'être dans les prochaines années à la TNA. Et pour l'instant, j'ai un taux de réussite de 50% qui est pas trop mal. Ah oui. Donc j'espère que ça continuera à être aussi bon. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil. En effet. Mais j'ai comme idée qu'il y avait peut-être un petit peu Eric Young. Dans ceux que j'avais déjà devinés correctement, il y avait Eric Young, Bully Ray, Magnus et Chris Sabin. Ah oui, oula, sacré code là. Oui, oui. Ah, parce que Chris Sabin, c'est pas non plus, c'était pas le plus côté, quoi. Oui, voilà, c'est ça Ah. que je dis, sacré code là. Il Non a mais deviné. l'an passé, j'avais prévu en fait, avec 8 mois d'avant, j'avais prévu qu'il cacherait l'option C d'Austin Harris. Donc là, j'ai été heureux sur ce coup-là, ouais. Ah bien, bien. Bon, ben on verra là les prédictions. C'est intéressant. Allez voir sur Catch Asylum, donc n'hésitez pas. Vous pouvez nous retrouver donc sur Facebook. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à nous suivre à Westos Radio, entre parenthèses officielles. Ou nous suivre aussi sur Twitter, à @Westos Radio. Surtout que ces temps-ci, on se met pas mal au live tweet, ce qui est assez intéressant. Vous pouvez nous contacter aussi par mail à westosradio@gmail.com. Vous pouvez nous écouter sur YouTube. Et puis le côté pratique, c'est que n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous avez directement les infos sur les podcasts et interviews qui sortent, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez aussi nous écouter sur iTunes, sur Archive, donc voilà, il y a tout plein de petites plateformes sympas. Et de temps en temps, vous pouvez même nous écouter en live sur Twitch, mais ça on vous en informe régulièrement justement sur les réseaux sociaux. Et sur le forum Westels bien sûr. Que la prochaine fois, il me semble que ça sera Bound for Glory, hein, parce que mine de rien... c'est dans un petit mois et demi, hein.
maintenant, enfin un peu plus d'un mois et demi. Ce sera le 12 octobre donc au Japon, à Tokyo. Donc à mon avis, ce sera le prochain programme, à moins qu'il y ait un petit imprévu d'ici là, mais on vous le dira. Et on espère retrouver le goût d'une conference call où on participera cette fois-ci, d'ici là aussi. Que voilà. Et puis sinon, bien sûr, vous pouvez écouter le dernier Late Night Wrestle, donc consacré à SummerSlam qui était en live. Nous retrouver le 25 pour le prochain qui sera Night of Champions. Il y a l'interview de Marc Sebir aussi qui va sortir au tout début de la semaine prochaine, donc très très vite, vraiment. Une question limite d'heure, je pense, par rapport à la sortie de Center Pack Wrestle. Donc voilà. Bon, on espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à réagir lors de la sortie de ce podcast. Et puis on vous dit à la prochaine pour vous parler de Atienné assez vite. Et portez-vous bien. Merci à Showtime et Vincent pour leur temps. Et puis voilà. À la prochaine. Ciao. Ciao.